Bonsoir Jérémy Gallon. Bonsoir. Toujours un plaisir de vous retrouver tous les lundis pour votre arène diplomatique. Jérémy, alors que la COP29 vient de se clôturer à Bakou, vous souhaitez revenir sur les dynamiques géopolitiques qui structurent la transition énergétique, Jérémy Gallon. Alors nous le savons, notre capacité à lutter contre le changement climatique va passer par l'ambition de notre transition énergétique. Or, en cette fin d'année 2024, le contexte semble s'être obscurci. Ça a été une année riche en élections et dans beaucoup de pays à travers le monde, on a vu des gouvernements arriver au pouvoir qui s'opposent à toute mesure environnementale ou tout du moins veulent un nouvel équilibre entre mesures environnementales et, par exemple, en Europe, mesures en faveur de la compétitivité économique. Si on regarde aux États-Unis, Donald Trump vient de nommer secrétaire à l'énergie Chris Wright, président d'une entreprise en charge de fracturation hydraulique et qui nie tout changement climatique. Donc, la conséquence de tout cela, c'est la suivante. C'est que, alors que 2024 est en passe de devenir l'année la plus chaude de l'histoire, qu'elle a été marquée par de nombreuses catastrophes naturelles, que la Banque mondiale estime qu'il y aura à l'horizon 2050 216 millions de réfugiés climatiques, 216 millions de réfugiés climatiques, eh bien on sort d'une COP29 à Bakou qui a été extrêmement décevante, soyons honnêtes. Juste 2 points qui sont frappants. Les pays du Golfe se sont opposés, alors même qu'il y avait eu un accord l'année dernière à Dubaï là-dessus, à mentionner une transition vers la sortie des énergies fossiles. Et quand on parle de la capacité aussi des pays développés à aider les pays les plus pauvres à financer leur transition énergétique, alors souvent on dit l'Europe, les États-Unis ne font pas assez. Mais la Chine, seconde puissance économique mondiale, premier pollueur mondial, refuse toute idée de contribution. Au même titre d'ailleurs que les pays du Golfe ou d'autres puissances. Donc, c'est effectivement une COP qui était décevante en elle-même. Ouais, malgré ce tableau sombre, Jérémy, vous estimez qu'il y a des raisons d'être optimiste lorsqu'on s'intéresse justement aux dynamiques qui sous-tendent un petit peu cette transition énergétique, Jérémy Gallon. Alors ça ne vous aura pas échappé, Jim, la tentation en effet est grande d'être pessimiste. Et pourtant, je vais essayer de voir le verre à moitié plein. Si on s'intéresse aux États-Unis, il est certes incontestable que l'élection de Donald Trump n'est pas une très bonne nouvelle pour le climat, et c'est un euphémisme. Mais comme l'a dit Joe Biden lors d'un déplacement récent en Amazonie, il a dit, je le cite, « Certains peuvent chercher à nier ou à retarder la révolution des énergies propres qui est en cours aux États-Unis, mais personne ne peut l'inverser. » Pourquoi Joe Biden dit cela ? Parce qu'il a mis en place l'Inflation Reduction Act, qu'on a vu, nous, Européens, comme une législation très protectionniste, mais qui est en fait la plus grande législation environnementale de l'histoire des États-Unis. C'est 369 milliards de dollars de crédits qui sont fléchés vers les énergies propres, vers les technologies vertes. Et quels sont les grands bénéficiaires ? Ce sont des États du Sud, du Midwest, qui sont souvent gouvernés par des gouverneurs républicains, par des élus républicains, qui donc s'opposeront à toute mesure de l'administration Trump veillant à annuler l'Inflation Reduction Act, parce qu'ils voient les énergies propres comme une manière de redynamiser leur territoire. Et puis par ailleurs, l'action climatique aux États-Unis passe souvent pas au niveau fédéral, mais au niveau des États et des villes. Et puis si on dézoome, si on ne regarde pas simplement les États-Unis, au niveau mondial, on s'aperçoit que quoi ? Que la transition énergétique est en marche partout. Rapport de l'intelligence, l'Agence internationale de l'énergie prévoit ce qui est une excellente nouvelle, que les investissements dans les énergies propres et majoritairement les énergies renouvelables seront cette année 2 fois plus importants que ceux consacrés aux énergies fossiles. Ça va être 2000 milliards de dollars contre 1000 milliards de dollars. Et justement, quelles sont aujourd'hui les puissances les mieux placées alors à ce niveau-là, Jérémy Gallon ? Alors la question que vous posez est fondamentale. Le marché des énergies propres va tripler d'ici 2035. La demande en consommation d'électricité s'accélère 6 fois plus vite que celle des énergies fossiles. Donc la puissance qui va être arrivée à être la puissance dominante sur le segment des énergies propres sera probablement dans une position pour être la puissance dominante du monde de demain, surtout si elle arrive en même temps à être très bien placée sur le segment de l'intelligence artificielle. Or là, ce qu'on voit, c'est que la Chine est en excellente position. En 2024, la Chine aura investi 675 milliards de dollars dans les énergies propres, là où l'Europe aura investi 370 milliards d'euros et les États-Unis 310 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'en 2024, Pékin aura mis 2 fois plus d'argent sur les énergies propres que les États-Unis. Si on regarde le photovoltaïque, l'éolien, les véhicules électriques, Pékin a aujourd'hui un leadership sur tous ces segments. Et plus important encore, la Chine contrôle les chaînes d'approvisionnement en matières premières critiques, en terres rares, qui sont indispensables à la transition climatique. Oui. Où se situe l'Europe ? J'ai un petit peu peur dans ce contexte-là, justement, Jérémy Gallon. Alors, lorsqu'elle est devenue présidente de la Commission européenne en 2019, Ursula von der Leyen a dit, et elle avait raison, il faut faire de l'Europe l'économie dominante en matière d'économie verte, d'énergie propre. 5 ans après, quel est le résultat ?
incontestablement, l'Europe a été très forte pour réguler. En termes de normes environnementales, régulation environnementale, nous sommes de loin la première puissance. Ça, c'est incontestable. Mais en matière d'énergie verte, notre continent est en train de faire la même erreur qu'il a fait dans le numérique. On régule, mais on n'innove pas. Or, si nous n'avons pas de capacité d'innovation, si nous ne créons pas les énergies propres de demain, alors nous serons condamnés à sortir de l'histoire. 2 symboles de ce que je viens de décrire. Northvolt. Northvolt, c'est cette entreprise suédoise qui était censée être le leader européen des batteries électriques, censée rivaliser avec les géants chinois et sud-coréens du secteur. La semaine dernière, Northvolt a annoncé qu'elle était en faillite après avoir supprimé 1600 emplois. Autre exemple, le président d'un grand groupe européen minier, présent en Indonésie, a dit que sur le nickel, qui est aujourd'hui essentiel dans la transition climatique, il n'y a pas de possibilité d'extraction compétitive sans la technologie et l'expertise chinoise. Et donc en fait, le constat est clair, c'est qu'il y a urgence pour l'Europe à recréer les conditions favorables à l'innovation verte. Mais ça va supposer des décisions très importantes. Mario Draghi, que j'ai souvent cité dans son rapport sur la compétitivité, dit que l'Europe devra investir 390 milliards d'euros par an dans le domaine des énergies si nous voulons à nouveau être compétitifs.